quadripole et donc vous allez entamer les impédances fondamentales. Alors, pour les quadripoles, vous avez pratiquement, surtout deux impédances vraiment clés, donc fondamentales vraiment. La première, c'est l'impédance d'entrée d'un quadripole et la deuxième, c'est l'impédance de sortie. Alors, l'impédance d'entrée, qu'est-ce que c'est? On avait déjà vu ça lorsqu'on avait entamé la matrice impédance, d'accord? Et on avait vu l'impédance d'entrée lorsque la sortie est en circuit ouvert, ok? Mais donc, c'était un cas particulier d'une impédance d'entrée. Aujourd'hui, on va voir donc l'impédance d'entrée du quadripole, sans plus, sous aucune condition. Alors là, vous avez c'est un document Word. Désolé, j'ai pas eu le temps de vous l'envoyer avant parce que j'avais pas fini. Alors voilà, vous avez un quadripole, d'accord? Vous avez un quadripole et donc qui est attaqué par un générateur EZG et puis chargé par ZL. L'impédance d'entrée donc de ce quadripole est définie par quoi? C'est V1 sur I1. V1 sur I1, ça veut dire que c'est l'impédance vue à l'entrée, par l'entrée du quadripole. D'accord, sans plus. Donc voilà, c'est V1 sur I1 et ça représente donc ZO. Donc comme si le circuit d'entrée du quadripole, il est, si vous voulez, équivalent à une impédance d'entrée. Voilà, d'accord, voilà. Alors je peux vous montrer ici. Là, donc c'est l'impédance vue. Voilà, par là. C'est l'impédance vue par là. V1 sur I1, ça vous donne une impédance, donc c'est l'impédance d'entrée. Voilà, c'est tout. Donc, bien sûr, ce quadripole, il est chargé avec ZL. C'est-à-dire que l'expression de ZE, dans l'expression de ZE, vous aurez bien sûr ZL. Je ne sais pas qui est. Attendez, on va voir qui est là. Ah, Monsieur Laïb. Bonjour, ça va? Bonjour, Monsieur Laïb. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, alhamdoulilah. Donc, ça se passe bien? J'avais un problème de... Oui, hein. Problème. Essayez essayez d'éteindre le microphone, c'est ça? C'est ça, Agrari? Le micro, essayez d'éteindre le micro et vous entendez. Après, quand vous intervenez, vous l'activez. D'accord, Monsieur Laïb. Monsieur Laïb. Il est parti? Oh là là, donc il n'a pas compris ce que je... Allô? Monsieur Laïb. Allô? Oui, on vous écoute. Vous m'entendez mal, ça veut fermer la porte. Oh là là. Allô? Oui, Monsieur Laïb. Oui. Vous pouvez continuer, madame. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Très bien, ok. Classe. Donc, nous sommes en cours. Allez-y. D'accord, j'avais entamé le cours. Donc, voilà, je disais donc l'impédance d'entrée. Donc, l'impédance d'entrée, c'est l'impédance vue par l'entrée de votre quadripole. Donc, c'est V1 sur I1. D'accord. Alors, maintenant, en exprimant
les équations de la matrice impédance, pardon. Oui, Agrari, oui. Oui, monsieur, oui, vous pouvez lui demander, monsieur Laïb. Oui, je vais le désactiver. Voilà, voilà, merci. OK. Alors, voilà, en exprimant donc les équations de la matrice impédance, donc vous avez V1Z11I1 plus Z12I2, V2 c'est Z21I1 plus Z22I2, comme on l'a déjà vu, et pour déterminer ZE, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher V1 sur I1, n'est-ce pas? Donc V1 c'est Z11I1 plus Z12I2, et I1, c'est I1. Alors, remarquez bien que V1, il s'écrit en fonction de I1 et I2. Je vais donc essayer de décrire I2 en fonction de I1 pour que je puisse déterminer donc l'impédance d'entrée. Alors, regardez. Pour déterminer ZE, on devrait exprimer I2 en fonction de I1. Alors, la présence de ZL, c'est-à-dire le fait que notre quadripôle soit chargé, d'ailleurs, la ZE, pour déterminer ZE, notre quadripôle doit être chargé avec ZL. Hein. Alors, V2, ça sera quoi? C'est moins ZL I2. D'accord? V2 ici. V2, c'est la tension de sortie du quadripôle et aussi c'est la tension aux bornes de ZL. D'accord, parcouru par I2. Alors V2, c'est moins ZL I2. Alors je vais utiliser cette équation supplémentaire pour justement regarder ici, V2 c'est moins ZL I2. Et en même temps, vous avez V2 c'est moins Z21I1 plus Z22I2. Donc, on va écrire l'égalité entre V2, donc ici cette équation et cette équation, et on va tirer donc I2 en fonction de I1. Et on trouve donc I2, c'est moins Z21 sur Z22 plus ZL I1. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait ici. Très bien. Et mademoiselle, comment elle s'appelle? Oui, Ziadi, oui, j'ai compris, madame. Très bien, voilà. Donc, on a pu tirer I2 à partir de là. Donc, je répète, V2, c'est Z21I1 plus Z22I2. En même temps, égal, donc V2 est égal aussi à moins ZL I2. Donc, je peux exprimer I2 en fonction de I1. Et ensuite, je l'injecte ici dans l'expression de V1, parce que V1, c'est Z11I1 plus Z12I2. Donc, le I2, ce I2, je l'injecte ici. Alors, attendez, je vais utiliser les annotations. Voilà. Voilà. Donc, ce I2, je l'injecte ici dans l'expression de V1 et ensuite je peux donc déterminer mon impédance d'entrée qui n'est rien d'autre que V1 sur I1 et j'aboutis à ça. Donc j'aboutis à ça. Regardez, ZE, V1 sur I1, ça va faire Z11 moins Z12, Z21 sur Z22 plus ZL. Alors, remarquez bien que cette impédance d'entrée, elle s'écrit en fonction de ZL. D'accord? Donc, notre quadripôle, il est chargé. Dans le cas général. Maintenant, quand vous dites quadripôle non chargé, c'est-à-dire ZL infini, d'accord? Qu'est-ce que vous aurez? Quand ZL, c'est infini, c'est très grand, donc ça se réduit à Z11. D'accord? Et on retrouve justement la définition même de Z11. Z11, c'était quoi? C'était, si vous vous rappelez bien, Agrari, je me rappelle, vous m'avez posé une question là-dessus. Donc Z11, c'était quoi? C'est lorsque, voilà. Et donc, on retrouve la même définition. Alors, c'est une impédance d'entrée, Z11, mais lorsque le quadripôle n'est pas chargé, ou bien, donc voilà, un circuit ouvert à la sortie. Très bien. Donc là, c'est l'impédance d'entrée dans le cas général. Et voilà, on peut donc là, on pourrait donc, si vous voulez étudier les cas particuliers, donc lorsque par exemple le quadripôle est passif, et c'est notre cas généralement pour les quadripoles
pour les quadripoles, en fait, qu'on utilise, qu'on voit dans ce chapitre. Donc, on a affaire à des quadripoles passifs pour le moment. Hein. Des quadripoles passifs, c'est-à-dire Z21 égale à Z12. D'accord? Donc, dans ce cas, Z12 égale à Z21, on peut donc utiliser cette équation pour réduire pour simplifier encore notre impédance d'entrée à ça. Ça va faire Z11 moins Z21 au carré sur Z22 plus ZL. Et puis encore, si de plus, le quadripôle est symétrique, on aura Z11 égale à Z22 égale à Z11. D'accord? Donc, voilà, ça dépend le cas dans lequel on travaille. Maintenant, là, c'est juste... oui? Oui, monsieur Lahaib. Ah, il est parti. Il est parti. Alors, si le quadripôle est court-circuité à la sortie, donc s'il est court-circuité à la sortie, ça veut dire quoi? ZL tend vers 0. ZL tend vers 0. Donc, s'il est court-circuité, ça va se réduire à ça. D'accord? C'est-à-dire si ZL égale à 0. Donc, dans ce cas, si 2 plus Q est symétrique, ZE se réduit à ceci. Voilà, donc ça, là, c'est des cas particuliers. Qu'est-ce qui se passe? Tu fermes là. Excusez-moi, pardon. Donc là, ensuite, on va voir l'impédance de sortie. Alors là, normalement, on devait voir un exemple, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps. En tout cas, on va faire des applications sur ça. D'accord? Quel que soit le quadripôle. Bien sûr, il faut qu'il soit un quadripôle passif. Maintenant, pour l'impédance de sortie, qu'est-ce que c'est? Donc, ça représente l'impédance vue par la sortie, donc du quadripôle. Et c'est pratiquement, on va la déterminer de la même façon comme on l'a fait pour déterminer Z-Thévenin. Alors, vous vous rappelez, pour Z-Thévenin, qu'est-ce qu'on faisait? On court-circuitait le générateur de tension. D'accord? On neutralise la source. Donc, voilà, c'est la même démarche. C'est-à-dire, alors ZS, pour déterminer ZS, qu'est-ce qu'on fait? C'est V2 sur I2 lorsque, donc c'est V2 sur I2, d'accord? C'est la charge, c'est l'impédance vue par la sortie lorsque le générateur est court-circuité. Et donc, on va garder que l'impédance interne du générateur. Bon, généralement, c'est une résistance, mais bon, dans le cas général, on met une impédance. OK? Voilà, donc on procède exactement de la même façon que pour déterminer Z-Thévenin. OK, voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame. Très bien. Alors voilà. Et après, de la même façon, on va essayer de déterminer cette impédance de sortie dans le cas général en utilisant les éléments de la matrice admittance. Remarque que on peut aussi déterminer ces impédances, c'est-à-dire impédance sortie et impédance entrée, en fonction des éléments de la matrice admittance et des éléments de la matrice hybride. D'accord? Là, généralement, on choisit la matrice impédance, mais on peut déterminer ces impédances en fonction des autres éléments, d'accord, des autres matrices. Bon, alors, en utilisant donc les éléments de la matrice impédance, V1 et V2, et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va rajouter une équation supplémentaire qui est V1 égale à moins ZG-I1. Regardez ici, à l'entrée, vous avez V1, c'est moins ZG-I1. C'est une équation supplémentaire et on va l'utiliser justement pour déterminer ZS. Alors, ZS, c'est V2 sur I2. Alors, V2, qu'est-ce que c'est? C'est Z21I1 plus Z22I2. Et puis, donc là, puisque nous allons chercher le rapport V2 sur I2,
on doit exprimer I1 en fonction de, attendez, on doit exprimer I1 en fonction de I2. Voilà, très bien. Donc, on va exprimer I1 en fonction de I2 et puis on va chercher le rapport. Alors, I1 en fonction de I2, on va utiliser donc cette équation. V1, c'est moins ZGI1. Et d'un autre côté, nous avons V1, Z11I1 plus Z12I2. D'accord? Et donc, on va chercher I1 en fonction de I2. On va se servir de ces deux, équations. Et, voilà, ce qui permet de déduire I1 égale moins Z12 sur Z11 plus ZGI2. On l'injecte donc, cette expression de I1, on l'injecte ici. Là, regardez. Là, cette expression I1, on l'injecte ici. D'accord? Et après, on peut aboutir à ça. ZS, V2 sur I2, ça va faire Z22 moins Z21, Z12 sur Z11 plus ZG. D'accord? Voilà, donc après, nous allons aborder les cas particuliers. Alors bon, généralement, on a affaire ici, dans ce chapitre, à des quadripoles réciproques. Donc, ceci dit que les éléments sont passifs. Et donc, Z21 égale Z12. Donc là, on aura Z22 moins Z21 au carré sur Z11 plus ZG. Et après, voilà, vous pouvez aussi chercher le cas où vous avez un quadripole symétrique. Bon, je ne l'ai pas fait ici, mais c'est clair, c'est évident. D'accord. Donc ça, c'est pour la deuxième impédance. Ces deux impédances-là, elles sont très, très importantes. D'accord. Et puis, on va voir aussi une autre impédance qu'on appelle impédance caractéristique ou impédance itérative. Alors, cette impédance, c'est quoi ça? Elle est caractérisée par quoi? En fait, cette impédance, c'est lorsque l'impédance d'entrée ZE est égale à l'impédance de la charge. Là, on va l'appeler impédance caractéristique ou impédance itérative. Donc, je le lis comme vous le lisez ici. C'est une impédance particulière de la charge qui est égale à l'impédance d'entrée du quadripole. Voilà, lorsque ZL est égal à ZE, on va l'appeler impédance caractéristique ou itérative. Voilà, et on notait Z0. Elle est notée Z indice 0. Donc, si j'utilise maintenant l'expression que j'ai déjà trouvée pour ZE, donc regardez, je vous rappelle que, excusez-moi, je ne vous ai pas envoyé le document avant, mais allez, on fait avec ce qu'on a ici. Voilà, ZE, regardez, ZE, c'est Z11 moins Z21 au carré sur Z22 plus ZL. Ça, c'est l'impédance d'entrée dans le cas général. Maintenant, pour l'impédance caractéristique, on a ZE égale à ZL égale à Z0. Donc, je vais appeler ZE Z0, je vais appeler ZL Z0. Regardez. Je vais appeler donc ZE égale à Z0 égale à ZL et ZL égale à Z0. Dans ce cas, j'aurai Z0 égale à Z11 moins Z21 au carré sur Z22 plus Z0. D'accord? Et je peux déterminer cette impédance caractéristique en fonction des éléments de la matrice impédance. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Regardez. Regarde, j'ai mis ici Z0, c'est Z11 moins Z21 au carré sur Z22 c'est 0. Ensuite, voilà. Après, bon, j'ai pas développé ici les calculs, je les ai fait au brouillon, d'accord? Mais vous pouvez vous amuser à chercher cette impédance caractéristique en fonction des éléments Z11, Z22, Z21, des éléments de la matrice impédance. Bien sûr, vous aurez affaire à une équation de second degré, d'accord, Z0 au carré, etc. Et vous cherchez le delta et tout, et donc vous pouvez aboutir à ça, d'accord.
essayer de retrouver cette expression. Maintenant, si vous avez des problèmes, je peux la développer, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Mais là, c'est clair, Yannick. Cette équation, cette impédance, bien, on va, donc là, c'est dans le cas d'un quadripôle passif qu'on a ça. Maintenant, si le quadripôle est symétrique, c'est-à-dire Z11 égale à Z22, à ce moment-là, regardez, Z11 égale à Z22, donc le premier terme, donc s'annule, et on aura ceci, Z21 au carré, etc. Et puis, quand vous avez Z11 égale à Z22, ça se réduit à cette expression. Ça se réduit à cette expression, c'est-à-dire plus ou moins racine carrée de Z11 au carré moins Z21 au carré. D'accord? Donc, c'est une impédance caractéristique. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous avez des questions ici? Très bien. Voilà. Donc, vous avez 3 impédances fondamentales, mais bon, surtout, retenez bien celle de l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Maintenant, comme on l'a vu, il y a l'adaptation dans le cas général. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a appris à propos de l'adaptation? C'est lorsque la puissance, donc quand je dis une charge adaptée à un générateur, bon, le générateur, bien sûr, un générateur réel, quand la charge est adaptée au générateur, c'est lorsque de la charge, très bien. Dans le cas général, c'est-à-dire lorsqu'on avait entamé c'était en termes de résistance. Mais maintenant, quand on a déjà vu l'adaptation en impédance, c'est-à-dire en notation complexe. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'impédance, les deux impédances soient des complexes conjugués. D'accord? C'est-à-dire l'impédance du générateur et l'impédance de la charge. Il faut qu'ils soient des complexes conjugués. Maintenant, dans le cas de quadripôle, en fait, c'est pratiquement la même chose. Pourquoi? Parce que nous allons justement, là, nous avons le générateur. Attendez. Et dans ce cas, bien sûr, dans le cas de l'adaptation, la puissance, elle est maximale. La puissance consommée par la charge est maximale. Regardez, vous avez le générateur et vous avez la charge. Et je voudrais adapter le quadripôle. Donc, c'est un quadripôle adaptateur ici. Donc, il faut que, pour qu'il y ait adaptation, là, la condition, c'est ZG égale à ZE étoile, comme je l'ai mis ici. D'accord? Dans ce cas, le quadripôle est adapté au générateur. Dans cette notion d'adaptation d'impédance dans le cas de quadripôle, il faudrait aussi traiter le cas général. Dans le cas général, on a pratiquement ce cas de figure. Parce que vous savez, on peut avoir aussi 2 quadripoles montés en cascade. On voudrait établir cette adaptation. D'accord. Tout de suite, une fois qu'on aura vu le schéma du montage réduit, je vais revenir sur cette notion d'adaptation entre quadripoles aussi. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, voilà, ça c'est l'adaptation. Donc, la condition, c'est celle-là, ZG égale à ZE étoile. OK? C'est vrai que je n'ai pas traité ici des exemples, mais ça va venir, Inch'Allah. Maintenant, il y a ici oui. Alors, le modèle amplificateur d'un quadripôle linéaire. Ayant déterminé ZE et ZS, c'est-à-dire l'impédance d'entrée et l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie, on peut décrire le comportement du quadripôle sous forme, donc on va lui associer un modèle qu'on appelle le modèle amplificateur d'un quadripôle.
comme si le quadripôle agit comme un amplificateur. Mais bon, dans les quadripoles passifs, c'est pas un amplificateur, mais on peut utiliser ce modèle-là que je vais vous expliquer maintenant. Alors, regardez, dans ce modèle, qu'est-ce qu'on a? Le circuit d'entrée du quadripôle. Le circuit d'entrée du quadripôle, regardez. Là, c'est D. Voilà. Le circuit d'entrée du quadripôle, il est représenté par l'impédance d'entrée du quadripôle, ZE. Donc là, c'est le circuit d'entrée du quadripôle. Et le circuit de sortie du quadripôle, il est donc schématisé, il est représenté par cette maille. Et par quoi, en fait? Par un générateur de tension bon, je vais parler tout à l'heure de ça, en tout cas, c'est un générateur de tension en série avec l'impédance de sortie qu'on avait justement déterminée précédemment. D'accord. Alors, ce générateur de tension, sa force électromotrice, c'est quoi? C'est AV0. Alors, ou bien AVO. Qu'est-ce que représente AVO? C'est le gain en tension à vide. Ça veut dire quoi? Regardez ce que j'ai écrit ici. Attendez. Voilà. Alors, pardon. Donc, pardon, je n'ai pas su. Voilà, celui-là. C'est le gain de tension à vide. De sortie, hein. C'est le gain de sortie à vide. Alors, le gain en tension, qu'est-ce que c'est? C'est V2 sur V1. On l'a déjà vu, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Maintenant, à vide, ça veut dire quoi? C'est V2 0 sur V1. Alors, c'est V2 0 ou bien O sur V1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi V2 O ou bien V2 0? C'est la tension de sortie à vide. À vide, ça veut dire lorsque la sortie n'est pas chargée, lorsque la sortie est en circuit ouvert. D'accord? Donc, AV0, je répète, c'est le gain en tension à vide. À vide veut dire la sortie, lorsque la sortie est en circuit ouvert, lorsque la sortie n'est pas chargée. D'accord? N'est pas chargée. Voilà. Donc, ça, c'est le gain. Maintenant, la force électromotrice de ce générateur, c'est ce gain multiplié par V1. Multiplié par V1. D'accord? C'est-à-dire qu'elle est exprimée en fonction de la tension d'entrée ici. D'accord? Comme si ce générateur, il ramène aussi la tension d'entrée ici. D'accord? Et donc, vis-à-vis de la sortie de votre quadripôle, vous avez donc un générateur avec sa résistance interne. ZS. ZS, on la considère comme la résistance interne de ce générateur qui est ZS. Et ZS, ce n'est rien d'autre que ZT-VNA. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, pour ZS, qu'est-ce qu'on avait dit? Regardez, pour ZS. On avait dit, pour déterminer ZS, qu'est-ce que je fais? Je neutralise la source. Voilà, donc si vous avez remarqué, c'est la même méthode pour déterminer ZT-VNA. Donc ZS, finalement, ce n'est rien d'autre que ZT-VNA. D'accord? Donc là, si je reviens à mon schéma équivalent maintenant, pour ce modèle amplificateur d'un amplificateur, d'un quadripôle linéaire, regardez. Pardon. Je n'ai pas l'habitude de travailler sur ce micro. Regardez, voilà. Vous avez ZS, ce n'est rien d'autre que ZT-VNA. Et cette force électromotrice,
c'est pratiquement, c'est quoi cette force électromotrice? C'est E Tevna. Pourquoi E Tevna? Regardez. AV0, V1, qu'est-ce que c'est? Si vous remplacez ici, regardez, attendez. Attendez. Voilà. Le AV0, Hadaya, si je le remplace par V20 sur V1, ça vous donne quoi? Ça vous donne V20, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Mais madame, je répète, regardez, je reviens en arrière, regardez. Bon, vous êtes d'accord avec moi, même si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, j'avais dit que la force électromotrice du générateur, vue par la sortie, c'était AV0 multiplié par V1. Ça vous êtes, ça on l'a dit. Maintenant, je vais chercher cette force électromotrice. Qu'est-ce qu'elle représente en fait? AV0 multiplié par V1. Regardez, le AV0, qu'est-ce que c'est? Je répète, c'est le gain en tension à vide. Ça veut dire que c'est V20. V20 représente quoi? C'est la tension de sortie à vide. C'est la tension de sortie avec sortie non chargée. Yani en circuit ouvert, la sortie en circuit ouvert. Si j'ouvre la sortie, ça représente quoi? Ça représente quoi ici? Regardez. Bon, allez, j'ai mon quadripole. Ici. Lorsque I2 est nul, ça va être, c'est ce que j'ai appelé moi ici, V20. Est-ce que vous avez compris ici? Voilà, donc je vous en prie. Donc là, c'est V20. V20 sur V1, que multiplie V1, ça vous donne quoi? Très bien, c'est V20. Et V20, ça représente quoi? Ce n'est rien d'autre que E Tevna. C'est la tension de sortie à vide, n'est-ce pas? Voilà, donc finalement, nous avons à la sortie, regardez bien, à la sortie, nous avons un générateur de Tevna. OK? Donc, ce générateur de Tevna, comme si, c'est-à-dire, ce générateur, il ramène la tension d'entrée à vide, il la ramène ici. D'accord? Et donc, vu par la sortie, ici, nous avons un générateur de Tevna. OK? Voilà, donc, dans ce modèle, nous utilisons ce schéma-là. Nous utilisons ce schéma qui correspond à ce modèle-là. On l'appelle schéma simplifié, c'est schéma réduit, d'accord, d'un quadripole. Mais en tout cas, on l'utilise beaucoup, et on l'utilise surtout dans le cas des quadripoles actifs. Yani l'année prochaine, Inch'Allah, avec les transistors et tout. Mais même pour les quadripoles passifs, il est utilisé. Sauf que pour les quadripoles actifs, le gain en tension à vide est beaucoup plus élevé. Il est très grand. On peut atteindre, dans le cas d'un émetteur commun et tout, il y a des transistors émetteurs communs, on peut atteindre les 100 et quelques. D'accord, le gain en tension. Là, pour les quadripoles passifs, ça ne dépasse pas le 1. D'accord, Yani, Rana, c'est le cas des quadripoles passifs. Voilà, donc vous allez rajouter à tous les autres schémas équivalents, par exemple, le schéma équivalent dans le cas de la matrice admittance, le cas de la matrice impédance, hybride, vous allez aussi rajouter ce schéma équivalent qui est très, très utilisé. On va l'utiliser aussi dans cette série. Voilà, donc là, vous avez, c'est pratiquement E Tevna ici, la force électromotrice de ce générateur de sortie, et ZS, c'est Z Tevna. Et à l'entrée, vous avez ZE. D'accord? Voilà, donc normalement, c'est bon pour ceci. Et donc on va s'arrêter ici.
On va s'arrêter ici. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on vient de voir? Madame, Oui. On peut vous donner un circuit, on vous demande de déterminer son impédance d'entrée parce que, bon, généralement, le quadripole, on vous le donne sous forme réelle, il y a le circuit réel, par exemple en T, en pi, on vous donne les éléments, etc. OK? Et puis, on peut vous demander, ça dépend les questions. Je vais, Inch'Allah, on va faire des applications, d'accord? On peut vous demander de déterminer donc l'impédance d'entrée. On peut vous demander aussi les éléments. En fait, ces paramètres-là, ces paramètres, on les appelle caractéristiques dynamiques. Pour l'étude des circuits actifs, de quadripole actifs. Mais là, ce sont des caractéristiques aussi du quadripole, hein, donc ZE, ZS, et généralement, on vous demande le gain à vide, le gain en tension à vide. Ou bien, puisque nous sommes en passif, on peut vous déterminer E Thévenin et il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, suivant l'exercice, et on peut ne pas du tout vous donner, on peut vous donner ZE, ZS, et on peut vous demander de déduire Z11, Z12. C'est-à-dire, c'est un jeu, là, ça a des calculs mathématiques. Ça dépend l'exercice. Là, on doit faire des applications là-dessus. Là-dessus, oui. Bon, dans la série, on a ceci en principe dans les 3-4 premiers exercices. Et une fois le diagramme de Bode entamé, pour le diagramme de Bode, on va beaucoup utiliser ce schéma équivalent associé au modèle amplificateur du quadripole. D'accord. Donc là, vous allez plus apprendre une fois qu'on traite des exercices. D'accord. Mais là, c'est le principe de base. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? non, madame, c'est clair. Très bien. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais jeté un coup d'œil sur la chaîne que vous avez ouverte et j'ai trouvé que pour les exercices des circuits résonants, ils n'ont pas été consultés. D'accord. J'ai jeté un coup d'œil. Je trouve qu'il a une vue ou là aucune vue peut-être. J'ai pas compris, là, je sais pas, je suis pas trop branchée. Oui. Mhm. Il regarde avec le compte de la chaîne. D'accord. Bon, j'ai pas bien compris, ça, j'essaie de comprendre, mais en fait, Madame, oui, oui, il se connecte en tant qu'administrateur. Du coup, oui. ça se comprend. Mhm. D'accord. Donc, il y a un principe qu'il les vues. Je voudrais juste m'assurer que c'est vrai qu'il y a des gens qui consultent quand même. C'est tout. Ok, très bien. Donc là, je suis rassurée parce que pour les circuits résonants, c'est important. Donc,